D'abord, je remercie le Royaume du Maroc et Sa Majesté qui avait déclaré à Dakar que cette COP 22 serait la COP de l'Afrique. Effectivement, la promesse a été tenue. Rarement, autant d'Africains n'ont participé collectivement à une COP. Non seulement on est bien, on se sent bien d'être présent au Maroc, mais on arrive, pour moi qui suis sénégalais, au lendemain d'un événement et d'un discours extrêmement important que Sa Majesté a été faire précisément au Sénégal, et il l'a fait en rendant hommage à toute l'Afrique, et il a parlé de la réintégration prochaine du Maroc dans l'Union africaine, et il l'a fait avec une carte non pas du Maroc derrière lui, mais avec une carte de l'Afrique. Et je pense qu'à ce moment-là, Sa Majesté, effectivement, a fait un geste important vis-à-vis de toute l'Afrique, en disant qu'aujourd'hui c'est collectivement et c'est uni qu'on sera plus fort. Ensuite, cette COP a été l'occasion de réunir, après les accords de Paris qui entérinaient le fait que certains États allaient s'engager concrètement contre le réchauffement climatique, a été l'occasion d'abord de mesurer au moment de la COP que 95% des pays ont ratifié l'accord de Paris. C'est-à-dire que 95% des pays se sont engagés sur le principe du pollueur-payeur. On est tous collectivement responsables du réchauffement de la planète climatique. On est responsable des conséquences que ça a, mais on n'est pas tous collectivement, je dirais, en responsabilité de pouvoir être jugés de la même façon. Parce que pendant que certains pays se sont développés, grâce notamment à l'industrialisation, d'autres qui n'avaient pas accès, eux sont restés dans les difficultés et la pauvreté, mais les conséquences font qu'aujourd'hui, il n'y a que 4% de gaz à émission de fer qui sortent du continent africain. Et donc les pays qui polluent le plus, c'est ceux qui ont pu s'industrialiser et donc offrir bien des choses à leur population. Parce que souvent, ces dernières années, on a beaucoup parlé du développement durable, des changements climatiques dans les pays du Nord, mais c'est dans les pays du Sud qu'on le ressentait. L'érosion côtière, la désertification, la déforestation, l'avancée du désert, sont autant d'éléments qui font effectivement que c'est nous qui subissons dans le Sud, aussi en Asie, comme au Sri Lanka, et aussi dans le Pacifique, qui sont menacés aussi de voir des archipels d'îles et de populations et d'espèces végétales, animales disparaître. Donc il est important aujourd'hui que cette COP ait eu lieu en Afrique précisément parce que les effets du réchauffement climatique sont ressentis ici en priorité. Et d'ailleurs, on va assister là parmi les derniers débats de cette COP sur la place des femmes africaines. J'avais envie de dire d'ailleurs globalement des femmes et leur rapport dans le réchauffement climatique. Il est à remarquer qu'à chaque fois, et c'est à ce titre-là que j'interviendrai tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a une des conséquences sur le continent, ceux qui souffrent encore plus que les autres sont évidemment ceux qui sont le plus en difficulté dans nos sociétés. Donc précisément, par exemple, les enfants et les femmes. Bon. Par exemple, jusqu'à présent, on sait que les femmes, dans nos pays africains notamment, doivent mener un certain nombre de choses concrètes, pratiques, quotidiennes, ne serait-ce que et inévitables. Collecter de l'eau, collecter la nourriture, aller chercher du combustible. Donc à chaque fois qu'il y a un réchauffement climatique, ses conséquences, ça fait encore beaucoup plus de travail pour ces femmes-là. Et les petites filles qui allaient à l'école se retrouvent avec un surcroît de travail supplémentaire, donc abandonnent aussi l'école. Donc ça fait un effet de chaîne qui fait que finalement, à chaque fois qu'il y a un réchauffement climatique, non seulement c'est les pays les plus vulnérables comme le Sud qui le subissent, mais à l'intérieur, c'est évidemment les femmes qui se retrouvent encore à devoir faire face à toutes ces difficultés. Et ça précarise encore plus leur situation. Et aussi, je pense qu'il est important de rappeler aujourd'hui que toutes ces questions-là ne peuvent pas se faire sans financement. Et je pense qu'il y a une initiative qui a été discutée jusqu'à présent, c'est la question de
comment est-ce qu'on met en place un fonds vert. Or, si on dit on met un fonds vert sans mettre en face véritablement un récipient, sans savoir où est-ce qu'il va aller et comment il va être distribué, et qu'on continue à complexifier les mécanismes, on n'y arrivera pas. Donc il faut simplifier les mécanismes et dire par exemple on accorde un fonds vert aux actions des femmes. Comme ça fait une action concrète vis-à-vis des femmes et ça fait qu'effectivement si on part du principe que c'est les plus vulnérables, on leur dédie un fonds vert. Parce que ces femmes-là, si on met des mécanismes trop compliqués alors qu'au quotidien, elles doivent intervenir dans les champs, dans l'agriculture, dans le maraîchage, etc. Elles n'ont pas besoin qu'on leur complexifier avec des procédures administratives, bureaucratiques. Elles ont besoin de simplicité. Donc voilà. Et donc je pense qu'après, il y a plus globalement une dernière question. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur le fait de donner à peu près 100 millions de dollars par an. C'est la décision qui a été prise à Copenhague en 2009. Cette décision s'est retrouvée entérinée l'année dernière à Paris. Maintenant, c'est signé. Mais d'abord, ça ne suffit pas. Mais sur ces 100 milliards que nous sommes censés affréter chaque année à des actions, eh bien, ces 100 milliards-là, aujourd'hui, elles doivent aussi, pour nous, Africains, être l'occasion de réorienter nos productions, notre industrie vers des économies à taux zéro carbone. Voilà. Donc ça veut dire aussi que nous devons avoir la capacité de former des gens. Parce que ce n'est pas le tout de dire on va passer aux économies, etc. De former des gens et de s'adapter à ces évolutions pour en arriver à une économie qui produise le moins de carbone. Et de ce point de vue-là, il y a deux exemples intéressants. Le Maroc a décidé qu'à l'horizon 2030, 52% de sa production d'énergie serait du renouvelable, ce qui est un bon signe, qui veut dire que nous aussi Africains on peut y arriver. Et le Sénégal par exemple vient de créer la première grande centrale solaire de production d'énergie. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut dans le sud, si on fait vraiment des échanges, si on prolonge le discours de Sa Majesté, avoir une Maroc résiliente dans une Afrique résiliente avec un partage des connaissances et je crois que c'est ça qui est important. Et je terminerai par quelque chose qui résume tout ça, notamment sur le débat de la place des femmes ou des Africains ou des Afriques dans ces débats-là. Nelson Mandela il disait « Tout ce que vous faites pour nous, mais que vous faites sans nous, en vérité vous le faites contre nous ». Et il est heureux maintenant, effectivement, que quand on veut faire avec les Africains et des groupes comme les femmes, on le fasse avec elles et on le fasse, et c'est ainsi qu'on va pouvoir trouver des solutions durables.